Chers Thaï, chère communauté, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour la session de questions-réponses ce matin. Vous avez devant vous la continuation de Thaï. Thaï a dit le Bouddha du futur, c'est pas un Bouddha, c'est une communauté, et c'est une communauté quadruple de moines, moniales, femmes et hommes laïcs. Donc ici, vous avez Thaï devant vous. Thaï du présent et Thaï du futur. Donc je voudrais inviter notre frère Chan Ke à dire quelques mots, s'il le souhaite. Alors, cher moine, cher monial, cher Sangha, tout le long de la retraite, je vous ai partagé notre rêve du village désirable. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais partager un petit peu d'histoire. Alors, on peut toujours regarder le passé et puis rêver pour le futur, mais on est ancré dans le présent, n'est-ce pas? Le passé nous soutient, le futur nous inspire et notre pratique est ici. Alors, je vais vous traduire succinctement la lettre que Thaï nous a envoyée le 9 décembre 84. Alors, la lettre est envoyée, Thaï a écrit Village des Pruniers, Amour du Haut. Mes chers amis de Montréal, le rêve que vous voulez bâtir un village qui peut être le village désirable, peut-être. Je pense que ce n'est pas difficile. S'il y a un groupe de gens d'origine vietnamienne et locaux, ils viennent pour pratiquer ensemble à un endroit fixe. Alors, la question de bâtir un village n'est seulement une question de temps. Et tous les grands monastères ou centres de méditation ou petits en Amérique du Nord ont été bâtis de cette façon-là. Et nous, au village des Pruniers, nous avons beaucoup de confiance en vous, mes amis. Si vous pouvez bâtir le village désirable, vous pouvez être l'inspiration de beaucoup plus de personnes, de communautés, pour faire un lieu de refuge, de recueil et puis de guérison pour beaucoup de gens. Vous pouvez aussi étudier l'enseignement bouddhisme, mais en même temps regarder les enseignements, les connaissances psychologiques actuelles pour marier ou pour adapter. Et avec ces deux courants de connaissances, de sagesse, vous pouvez aider beaucoup de gens. Je prie le Bouddha que le Bouddha vous soutienne et que vous avez toujours la paix dans le corps et la joie dans l'esprit pour une pratique de diligence. Alors, c'est pour vous inspirer. Mais avant de finir, je vais continuer l'introduction. Vous connaissez déjà nos monastiques comme la lumière de la douce lune de Samadhi, l'immensité de l'océan. Et Thầy Pháp Công, son nom c'est vraie vacuité, mais j'aime mieux traduire par l'inter-être du Dharma, l'inter-être du Dharma. Maintenant, nous avons 3 enseignants
qui provient du village des Érables. C'est Lynn Lacombe. Son nom du Dagmar, c'est Frère Force de la Compassion. Et Lynn a pris ses 5 et ses 14 à Québec avec le soutien de nos frères et sœurs au village des Érables. Et nous avons notre frère André, et son nom du Dagmar, c'est le vrai compagnon sur le chemin. C'est le chemin de la pratique. Alors, chân đạo lữ. Et puis, il a pris les 5 et les 14 ici aussi. Alors, ils sont tous des gradués du village des Érables. Et notre frère enseignant, Claude Gaudin, et son nom du Dagmar, c'est Chân Bi Định. Chân Bi Định, c'est vraie contentation de la compassion. Alors, on a beaucoup de compassion ici. C'est immense, c'est douce, c'est immense et en même temps, c'est rien, c'est vide. Merci beaucoup. Merci, grand frère, pour cette très belle présentation. J'ai l'impression d'avoir l'univers tout entier devant nous, plein d'étoiles, de rivières, de lunes, de talents et de simplicité. Merci beaucoup. Donc, chers amis, ce matin, nous allons pouvoir poser des questions à nos enseignants. Je voudrais vous inviter à poser la question du cœur, la question qui est dans votre cœur, qui a à voir avec votre souffrance ou votre bonheur véritable. Pas une question théorique, ça on peut trouver facilement sur Internet, sur Wikipédia, mais une question qui est importante pour vous, qui compte pour vous dans votre vie. Et on sait très bien qu'une question comme ça peut bénéficier à tous, à tout le monde. C'est personnel et c'est collectif en même temps. Donc voilà l'invitation. Nous pouvons commencer par prendre 6 questions, comme ça, comme on a 6 enseignants devant nous, pour commencer. Et puis on verra le temps qui nous reste après. Si vous êtes vraiment trop timide, vous pouvez aussi écrire votre question et la faire passer jusqu'ici, jusqu'à moi. Et de temps en temps, on pourra lire une question. Mais on vous encourage à la poser de vive voix, si possible. Ce serait mieux, mais bon. Donc, on écoutera la cloche après chaque réponse pour revenir à soi. Et on va aussi commencer par écouter la cloche maintenant, pour prendre le temps d'arriver ensemble. Et pour vous de contempler quelle est la question qui est dans votre cœur. Et dès que vous êtes prêts, après avoir écouté la cloche, levez la main et puis on vous invitera à poser votre question. Merci beaucoup. Bonjour, cher Sangha. Alors, moi aussi, ça a l'air intellectuel, mais ça ne l'est pas. Alors, il ne faut pas se fier à l'apparence. Voici. J'entends parfois des animatrices ou animateurs de groupes, de familles, qui disent « Oh, on ne peut pas faire de dialogue, hein, mais on ne fait pas de questions-réponses, là. » Mais moi, j'aime pas ça. Ça me fait souffrir aussi, comme disait mon ami avant, là. Pourquoi ? Parce qu'on est en sangha, puis on est en famille, puis on est censé s'aider, se donner de l'aide. Et moi, j'aime pas ça quand une personne pose une question qui la dérange beaucoup, et puis qu'elle nous demande, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous une réponse ? Ça ne veut pas dire qu'on va faire un dialogue pendant 5 minutes entre 2 personnes. Ça veut dire qu'on va chercher à aider une personne. Alors, est-ce qu'il y a une position claire là-dessus ? Parce que je sais qu'un de nos enseignants très sages, une fois nous avait interpellés en famille, parce qu'une personne posait une question, elle n'avait pas de réponse. Alors notre enseignant nous a dit « Cher Sangha, s'il vous plaît », on a répondu. Et moi j'étais contente parce qu'on avait aidé quelqu'un. Je pense que c'est une bonne façon de faire. J'aimerais avoir une clarification sur ce sujet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, cher Sangha. Ma question, on en a parlé un peu dans ma famille hier, et ça me concerne aussi. Une clarification entre désir et avidité. Dans les intentions, on peut avoir des désirs positifs ou négatifs.
Mais des fois aussi, dans nos désirs positifs, ça peut devenir une forme d'avidité. Alors, comment être vigilant à ce sujet? Bonjour, cher Sangha. Ma question, c'est la pratique après la retraite. En fait, mon expérience, c'est que après une retraite où ça se passe plutôt bien pour la pratique, c'est de retourner dans le monde ordinaire et puis de sentir que l'énergie de la majorité est un petit peu frustrante à côtoyer. En fait, ma question va dans le sens de comment ne pas se laisser emporter par cette énergie de la majorité en dehors de la retraite, en dehors de la communauté de pratique. Cher Sangha, moi j'aimerais savoir comment on peut ne pas tuer des êtres vivants quand ils nous envahissent. Je parle des insectes, par exemple. Par exemple, les fourmis charpentières ou je ne sais pas quoi d'autre qui envahit, qui détruit ton environnement. C'est sûr qu'ils font ça pour leur intérêt personnel. On ne peut pas leur en vouloir, sauf que comment leur indiquer la sortie? Je me débrouille avec les individus, mais avec les colonies, j'avoue que j'aurais un peu de difficulté sans l'usage d'un poison quelconque. Merci. Chers vous tous, ma question est très simple et rudimentaire. C'est comment répondre aux employés de Vidéotron et ne pas être enragé? Parce que c'est comme ça qu'eux sont habitués de recevoir des appels. Et si tu n'es pas enragé, c'est compliqué le service. Puis je me demande toujours, c'est quoi la solution pour avoir droit au service de l'hydro ou du vidéo sans engueuler l'employé qui est dans le fond juste un messager? Comment on fait pour ne pas être fâché après des employés de Vidéotron pour avoir droit au service? L'Hydro-Québec ou l'IGA ou dépanneur? Alors, cher Sangha, avant de répondre, ce que je suggère, c'est que je crois parmi nous, chaque personne est capable de répondre à tous les 6 questions. Je crois qu'on a assez d'expérience. Mais ce que je propose, c'est que chaque personne choisit juste une question pour répondre de façon profonde et peut-être contribuer à une ou deux questions au lieu d'essayer de couvrir toutes les 6 questions. Parce que si on essaie de couvrir toutes les questions, on peut répondre juste un petit morceau à chaque question et on n'aura pas une bonne réponse approfondie des questions. Alors, des fois, il y a des questions qui nous touchent personnellement, où on a une expérience, alors on peut choisir cette question. Et je ne sais pas s'il y a un système de seniorité ou c'est pas quelque chose. Alors, les personnes peuvent se porter volontaires d'abord de choisir les questions et on va voir. Merci. Alors, cher Thaï, cher frère, chère sœur, cher enseignant, chère communauté, je suis une jeune enseignante. Alors, je profite de la première intervention. Peut-être que je commencerai avec la première. On a parlé en fin de semaine, avec l'introduction de Sœur Shunyem jeudi. Elle a dessiné un oiseau avec 2 ailes. Et signifie que dans la méditation, il y avait 2 aspects.
l'aspect de l'arrêt et l'aspect de la vision profonde. J'aime beaucoup mettre dans ma vie la partie arrêt. Et j'ai appris beaucoup d'outils dans la pratique. Thay nous a offert beaucoup de poésie et de faire en sorte d'amener cette poésie dans notre quotidien. Et dès le début de la journée, au moment même où on se réveille, on a déjà de la poésie qu'on peut mettre dans notre vie. En s'ouvrant les yeux, j'ai 24 heures toutes nouvelles. Et je fais le vœu d'être toute là pour ces 24 heures, de les vivre pleinement et de poser sur le monde un regard d'amour, un regard de compassion. Peut-être qu'on pourrait voir qu'il n'y a pas de lien avec l'étude, mais pour moi, il y en a un très grand. À chaque moment de ma vie, j'essaie d'apporter la présence, la pleine conscience de tout ce qui est. Et pour moi, c'est un outil très profond d'apporter une aide pour pouvoir le faire avec cette poésie, de pouvoir ramener mon esprit dans l'instant présent. Parce qu'il est vite facile d'être emporté par tout ce qu'il y a à faire. Même dans les environnements qu'on dit propices, comme ici, dans une retraite, on a un milieu très favorable pour ralentir, sourire, revenir à soi. Et même avec l'énergie collective, il arrive qu'on est emporté parce qu'on a à faire. Laver les chaudrons, voir est-ce qu'il y a de l'eau dans les bacs pour que vous puissiez faire la vaisselle. Et on a oublié un vêtement dans la salle de méditation. On cherche nos choses et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On s'empresse. Et déjà, l'énergie d'habitude revient. Pour moi, étudier, c'est commencer par la base. De savoir est-ce que ça rend heureux, heureuse. Est-ce que ça m'apporte la transformation? Et j'aurais beau lire tous les livres, c'est très inspirant. Mais si je ne suis pas en mesure de l'appliquer, de l'intérioriser dans mon quotidien, à quoi ça sert? Alors pour moi, la façon habile, c'est la façon de voir est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça fait en sorte que je peux transformer mes souffrances? Est-ce que ça peut apporter un soulagement dans ma famille, dans mon milieu de travail? Alors dès le réveil, je reviens à mon intérieur avec le petit poème. Lorsque je me pose les pieds en sortant du lit sur le sol, il y a déjà encore un poème. Lorsque je me lave les mains, il y a déjà encore un poème. De découvrir cette eau qui vient de la source. J'ai le privilège de juste tourner le robinet.
et de savoir que je peux avoir de l'eau chaude. Et cette énergie peut se transporter dans notre milieu de travail. Si c'est très bien solide, ancré en moi, ce n'est pas l'énergie collective qui va influencer mes pas, mais plutôt votre pas qui va influencer votre environnement. À mon travail, j'ai des étages. Et lorsque je vais à mon vestiaire, la salle d'employés pour aller porter mes choses, et je monte les escaliers pour aller à mon lieu de travail, il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui me suivent. Et ça ralentit en arrière. Même si il faut aller à l'heure. Mais dans le courant de la journée, je peux être emportée et aller vite. Mais si je le fais à toutes les fois que je descends et monte les escaliers, c'est les autres qui vont observer, qui vont voir mon pas qui ralentit. Alors, on a entendu parler en fin de semaine de la sortie et revenir en soi. Je pense que la première chose, revenir à la respiration, revenir au pas. Et prendre vraiment le temps de le faire. Il y a beaucoup de poèmes pour revenir à l'instant présent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un. Au réveil. Et lorsque je l'ai bien assimilé en moi, me réveillant ce matin, je souris, j'ai 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu de les vivre pleinement et posant sur le monde un regard d'amour. J'en ai inclus un deuxième. Posant mes pieds sur le sol lorsque je sors de mon lit, etc. Lorsque je l'ai bien assimilé, j'en ai inclus un troisième. Et jusqu'à le soir, avant de se coucher, Sœur Shuniem nous a offert ce poème sur l'impermanence dans les débuts de la retraite. Le jour fini, notre vie s'enfuit. Regardons profondément. Qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Avec diligence, pratiquons de tout notre être. Vivons simplement. Alors, on peut en prendre un et bien se l'approprier. Et lorsqu'on l'a bien approprié, d'en offrir un autre. Et pour moi, c'est ma façon habile d'étudier. Parce que si j'intègre cette pratique de revenir à l'instant présent, je peux être aussi en mesure d'être présente à mes souffrances, d'être présente à mes inconforts et de pouvoir les regarder puis d'être à l'aise avec mes malaises, comme on a dit, et de pouvoir être sur le chemin de la transformation, de la guérison. Et c'est ce qui est le but de la pratique. Merci de votre attention. Chère Thay, chers moines et moniales, cher Sangha, bonne idée, Lynn. Je prends le micro pour choisir ma question. La sollicitation téléphonique, en général. Les 5 dernières années de travail
Je l'ai mentionné à quelques personnes. J'étais chef d'équipe. Et puis, une de mes tâches, pas une de mes tâches, l'ensemble de mes tâches était de régler des problèmes. Donc, des gens venaient me voir en personne parce qu'il y avait des difficultés, des problèmes à leur travail. Puis je recevais en plus des appels des chefs d'équipe d'autres secteurs pour me dire les problèmes qu'il y avait puis que je devais résoudre ou mon équipe devait résoudre. J'étais complètement assommé. Je dis, mon Dieu, quelle sorte de travail que c'est ça? Je pensais même j'avais plein de bonnes intentions. Je vais essayer d'amener la joie et la paix dans l'univers, chef d'équipe. Je vais peut-être voir, mais c'était pas ça du tout. C'était éteindre les feux. Donc là, j'ai pensé aux 3 respirations avant de répondre au téléphone. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de cette pratique-là. C'était de téléphone sonne, la voix du Bouddha. J'arrête, je reviens à moi-même. Mais j'ai pas pu parce que ça tombait sur la boîte vocale. Fait que j'ai baissé à 2 respirations. Faut faire ça vite, de 2. Et je me suis aperçu que c'était pas encore assez. Fait que plus tard, j'ai pensé à ça. Comment que je peux envisager ces appels-là de façon différente? Parce que, en plus, ça me dérangeait. J'étais toujours en train de faire quelque chose. Quand une personne venait me voir ou quand le téléphone sonnait, là, il fallait que je laisse tomber ça. Ça m'irritait pour répondre à quelqu'un, puis ensuite revenir à mon travail pour être ensuite dérangé une autre fois. Fait que ça m'apportait beaucoup d'impatience, d'irritabilité. Comment je peux faire pour changer ça? Je ne peux pas changer les autres, je ne peux pas changer mes tâches. Là, je me suis dit, finalement, pourquoi que les gens m'appellent, ils viennent me voir? Parce qu'ils ont des difficultés, des problèmes. Ils ont besoin d'aide. Finalement, j'en suis venu à la conclusion que mon travail était un travail extraordinaire parce que je pouvais concrètement aider des gens qui avaient des difficultés, puis que peut-être ça les tourmentait, puis là, ils ne savaient pas comment faire, puis qui étaient bloqués, puis ça pourrait gâcher leur journée. J'ai dit, quelle chance que j'ai de pouvoir les aider. Fait que dans mes 2 secondes de réflexion, quand le téléphone sonnait, ou quand une personne venait me voir, j'arrêtais, puis là, je disais, bon, je vais pouvoir aider quelqu'un. Puis je ne répondais pas au téléphone de la même façon. Je ne répondais pas à la personne qui venait me voir dans le bureau de la même façon. C'était plus doux, plus d'ouverture. Puis ça ne me dérangeait pas, au moins, de laisser mon travail de côté pour faire quelque chose qui m'intéressait finalement. Qui n'aime pas aider les autres? Hein? Ça a changé ma vie au travail. Après mes études, j'avais besoin d'argent, puis je ne trouvais pas de travail. Une des premières tâches que j'ai fait quelques sollicitations. À un bon moment donné, j'ai dit, je vais aller voir un centre d'écoute. Il y avait un centre d'écoute pas loin de chez moi. Je vais au centre d'écoute téléphonique, pas un centre d'écoute, pardon, un centre de sollicitation qui appelle les gens pour différents produits, là, essayer de vendre quelque chose. Fait que c'était à l'étage, je monte à l'étage. Là, c'était une grande salle, peut-être 3 fois comme ici, ou 4 fois. Un brouhaha extraordinaire. Tout le monde parlait en même temps. Pour moi, c'était comme l'enfer. Où est-ce que je suis rendu, ma parole? Là, il y a quelqu'un qui est venu pour m'accueillir. Je lui ai dit, non, laisse faire, je pense que je vais aller ailleurs. Puis après, je me suis dit, mon Dieu, moi qui n'avais pas d'argent, qui n'avais pas de travail, j'étais pas prêt à faire ça. Fait que ça a changé un petit peu ma perception sur les personnes qui m'appellent pour me solliciter
une 10e fois, après leur avoir dit 9 fois depuis m'appeler, puis ils me rappellent encore. Ça a changé beaucoup ma perception de ces personnes-là. C'est pas leur premier choix. C'est pas non plus le 10e ou le 20e choix, mais ils ont décidé de faire ça peut-être parce qu'ils ont une famille à nourrir. La souffrance, ils ont besoin d'argent, comme j'en avais besoin. Fait que quand le téléphone sonne chez moi, c'est souvent la même chose aussi, même à la maison, c'est souvent pour solliciter, c'est pas toujours pour dire bravo Claude, lâche pas, ça va bien ton affaire. Fait que je me mets en mode aide. Puis si c'est une personne qui fait de la sollicitation, je laisse faire son baratin. Pas toujours, je vous avoue, mais j'essaie, le plus souvent possible, de laisser au moins faire sa phrase. Là, je vous remercie, madame, je vous remercie, monsieur, je n'ai pas besoin. Je raccroche. Je pense que la personne n'a pas besoin, en plus. Pauvres eux autres, ils doivent se faire raccrocher à peu près 500 fois dans une journée. Là. Comment ils retournent à la maison là, quand ils rejoignent leur famille? Là? Hein? Comment ils retournent à la maison? C'est incroyable. Fait que j'essaie au moins de ne pas rajouter à leurs problèmes, à leur souffrance. Puis c'est une façon facile pour moi de le faire. C'est que je n'ai même pas besoin d'aller au-devant des autres. Les personnes viennent vers moi. Puis j'essaie au moins de ne pas ajouter de la souffrance. C'est sûr que ça peut venir frustrant, mais en même temps, on peut aussi arrêter, s'observer. Après ça m'arrive des fois d'être un peu plus bête, je raccroche. Là, je peux arrêter, m'observer. Bon, qu'est-ce que c'est venu chercher en moi? Des fois, ça vient chercher, je constate que j'ai des fois de la colère. Des fois, c'est l'irritation, encore une fois, l'impatience. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas la personne qui m'a transmis ça. Là. C'est en moi, c'est là, c'est latent, les petites graines dans la conscience du tréfonds qui attendent une occasion, et c'était cette occasion-là. Fait que si j'ai pas réussi à répondre comme il faut, je dis, bon, Claude, tu t'es fait avoir, t'as pas été assez présent. Prochain coup, prends donc une respiration de plus, ou quelque chose comme ça. Alors, c'est une occasion de pratique pour moi. On ne réussit pas du premier coup, on ne réussit pas toujours, mais je pense que ça peut nous aider à pratiquer aussi, pas seulement pour les sollicitations qui arrivent, mais dans le quotidien, on rencontre quelqu'un. Essayer d'être en mode de s'observer et d'être en mode d'aide ou soutien aux autres, c'est une excellente pratique, puis on est tous gagnants. Merci. Cher Thaï, cher Sangha, cher moine monial, enseignant du Dharma, pratiquant, merci d'être ici. J'aimerais toucher à la question de la pratique après la retraite. C'est une question très importante en fait. Pendant des années, j'allais en retraite. Je pratiquais avec diligence. Je ressentais le calme. L'environnement était toujours bénéfique, agréable. Il y avait des réalisations de l'espace. Et pouf, on se retrouve sur la 417. Au travail, les ordinateurs, Facebook. C'est difficile, c'est sûr que c'est très difficile. Une des pratiques qui est importante, c'est de prendre toutes ces choses qui nous arrivent dans la vie quotidienne et d'essayer de trouver des méthodes intelligentes pour pratiquer avec.
Thai Phap Kong, il est maître de aimer sur Facebook. Je mets quelque chose sur Facebook et il est là et il dit like. Et ça me réveille en fait. C'est merci Thai Phap Kong, tu m'enrichis. Donc j'essaie d'utiliser Facebook comme ça avec mes amis. La réponse en fait c'est la Sangha. La Sangha est un refuge qui vous permet de vous rappeler de ce que vous avez oublié. Alors on touche à quelque chose d'autre. On touche à quelque chose de très profond dans un environnement comme le village des érables avec beaucoup de bonne volonté, amour. Et on se retrouve dans le samsara avec des personnes qui nous téléphonent pour nous demander des choses, nous obliger à prendre du temps à faire certaines choses. Et donc l'astuce, c'est sur le moment de l'utiliser et de créer des opportunités pour respirer. Donc la pratique du téléphone, vous la connaissez déjà. Thai et la communauté ont inventé des pratiques à la conduite quand on attend. Pour moi, j'aime utiliser la marche pour aller d'un bâtiment à l'autre et je pratique avec des gathas. Je traduis. Je suis arrivé, je suis chez moi. J'utilise cette gatha très souvent, simplement en allant d'un endroit à l'autre. Ou dans le bus, quand les personnes rentrent dans le bus, je pratique souvent que tu sois bien, que tu sois heureux. C'est donc une pratique qui vous aide à vous souvenir en fait de ce qui est ici. Ce sont des conditions spéciales, très riches, très importantes, et on revient au village des érables, dans le bus, que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu sois protégé. On cultive cette intention. Mais des fois, bien sûr, on est surmené, je suis surmené, je suis venu ici surmené. Et on se rend compte qu'on a besoin de se souvenir et d'aller à une retraite pour se souvenir. Mais aussi, ce qui m'arrive souvent, c'est d'utiliser les empreintes des expériences qui se trouvent ici, des amis sur Facebook, pour se souvenir que la Sangha est encore là. Cette Sangha, mais aussi la vôtre. Alors, pratiquez avec une Sangha. La Sangha est un refuge. Le Bouddha est un refuge, mais la Sangha est un refuge. La Sangha, c'est la réalisation du Bouddha, en fait. C'est l'incarnation du Bouddha. Donc, d'aller à la Sangha toutes les semaines, quelquefois, je me dis, j'ai pas le temps d'aller à la Sangha. Mais aussi, je me dis, est-ce que j'ai jamais regretté d'aller à la Sangha? Jamais. Et même si j'ai pas envie, même si j'ai pas le temps, je fais de mon mieux pour y être. Quelquefois, ça marche pas, mais... Parce que la Sangha vous soutient. Leur problème, c'est ton problème c'est leur problème. Et c'est en partageant, c'est en faisant le partage du Dharma, c'est en pratiquant ensemble, c'est en souffrant ensemble, qu'on s'éveille ensemble et qu'on se souvient. J'ai énormément de beaux souvenirs du village des érables, mais aussi du village des pruniers. Et je pense très, très, très souvent aux arbres,
aux salles de méditation, aux amis qui ont participé à des retraites à Thaï, d'avoir une image de Thaï, d'avoir une statue du Bouddha pour vous souvenir d'être présent, de revenir au moment présent, de vous détendre, de vous souvenir de ce qu'est la pratique. En fait, c'est presque comme la pratique, c'est de se souvenir aussi souvent que possible de ce qu'on a oublié. Jack Cornfield, il dit la pratique de la pleine conscience, c'est de maximiser le nombre de moments de pleine conscience par seconde. C'est comme l'odomètre sur la voiture. Donc, toutes les petites astuces pour revenir au moment présent, le téléphone, la marche, les gathas, mais je dirais surtout la sangha pratiquée avec la sangha. Dear Thai, oh, excusez-moi, je suis en default. Chère Thai, chère communauté bien aimée. Alors merci pour des très belles questions. En fait, oui, je voudrais partager un petit peu sur le numéro 3. Regardons qu'est-ce que c'est désir, qu'est-ce que c'est avidité. Et je crois que vous avez dit quand les désirs positifs deviennent négatifs. Oui, c'est bien d'avoir un désir. J'aime bien dans le français quand on dit d'avoir envie, ça veut dire qu'on est en vie. Ça marche pas en anglais, mais et quand je regarde mes parents très âgés, je vois que ma maman, même elle est alitée, on dit ça maintenant, oui, elle bouge plus de son lit. Elle a 96 ans, mais elle est encore en vie, parce que tous les jours, elle a des envies. Donc, je vois qu'elle est bien vivante. Elle n'est pas prête à lâcher encore. Une des plus belles méditations que Thai nous offre, c'est de contempler notre aspiration la plus profonde dans notre vie. Et je trouve ça un vrai cadeau, de prendre le temps de revenir à soi-même, de prendre ça comme un sujet de méditation. C'est quoi mon aspiration la plus profonde? Et c'est un type de désir, n'est-ce pas? Et quelque chose qui m'aide aussi à ça, c'est cette méditation où c'est un peu macabre, mais on peut se dire, et si j'avais qu'un an à vivre, si je savais, un médecin qui m'a dit que j'avais qu'une année à vivre encore, comment je vais passer cette dernière année de ma vie? Ça concentre l'esprit beaucoup. Je suis toujours émerveillée de voir à quel point il y a des choses qui tombent, qui n'ont aucune importance, et quelque chose devient très très important. Et ça donne vraiment un sens. Je veux absolument faire ça avant que je meure. Et je me souviens d'avoir entendu une fois, c'est quand j'étais laïque encore et je travaillais une carrière assez stressante. Et quelqu'un a dit, imagine quand on est sur son lit de mourant, est-ce qu'on va se dire, ah mince, je regrette vraiment de ne pas avoir resté des soirées de plus dans le bureau. Je trouvais ça très libérant. Donc, je vous encourage de réfléchir et trouver l'aspiration la plus
profonde de votre vie. Et comme Michel elle nous a offert hier dans notre partage de Dharma, il a dit son synthèse de cette retraite, c'est aimer et oser. Donc, je crois oser. Donc, ça veut dire en quelque part de suivre notre désir. Je crois avec la pratique, on cultive la discrimination, aussi le discernement pour savoir est-ce que cette aspiration, c'est quelque chose de juste. Si on a une aspiration d'être millionnaire avant qu'on a 30 ans, on va mener notre vie d'une façon très, très différente de quelqu'un que leur aspiration, c'est de se connaître le plus possible pour pouvoir transformer la souffrance et la souffrance des autres. Donc déjà de trouver son aspiration et que ça soit une aspiration juste. Et la différence avec l'avidité. Quand je pensais de l'avidité, je sais que j'ai une graine très forte d'avidité en moi. Je crois que ça vient de moi, mais aussi de ma mère qui a vécu la guerre. Et donc, elle aime bien ramasser les choses, elle aime bien ramasser la nourriture, mais aussi les petits bouts de tissu, au cas où ça sert. Et en étant monastique, on a une pratique qui est géniale, c'est que déjà, on a très peu de possessions. Normalement, il y a une espèce de but, c'est que toutes nos possessions, on peut mettre dans une valise. Bon, moi, je suis loin de là encore. Mais on dort sur une espèce de coffre que c'est la taille de notre matelas, mais c'est haute comme ça, et c'est vide. Et on met toutes nos possessions dedans. Ça, c'est assez... il y a pas mal de possessions qu'on peut mettre dedans. Et aussi, on change notre chambre, normalement tous les 6 mois, mais au moins une fois par an. Et ça, c'est une opportunité à regarder dans tout ce qu'on a ramassé. C'est terrible, j'ai vraiment honte de toutes les choses que je ramasse parce qu'on commence avec si peu et petit à petit, ça monte. Et même pendant que les 3 semaines de tournée en Canada, j'ai une faiblesse pour le thé, parce que je suis anglaise, n'est-ce pas? Donc j'aime bien le bon thé et j'amène mon thé avec moi. Je suis venue avec un petit paquet avec peut-être une dizaine de sachets de thé. Et maintenant, j'ai un sachet. Il doit avoir au moins 50 parce que je les collectionne de partout. J'ai tellement peur de manquer. Ça, c'est l'avidité. Donc, je crois que la différence, ou une des différences, l'avidité, c'est de clinging. Comment on peut dire? C'est l'attachement et collectionner. De collectionner des choses qu'on n'a pas vraiment trop besoin. Mais je crois que l'important, c'est de ne pas être violent avec soi-même. Quand je suis devenue moniale, en fait, quand j'ai quitté la maison pour aller au village de Prunier en espérant d'être moniale, j'avais beaucoup de choses, beaucoup de stuff. Et quand j'ai commencé à faire le tri, c'était intéressant. Par exemple, les photos, je commence à trier et à un certain moment, oh, non, ça je veux pas. Donc je me suis dit, ok. Ça, vous pouvez garder, ça va. Et donc, je faisais ça vraiment avec mon corps. Le moment à l'intérieur de moi, il est là. Non, je ne veux pas être violent à moi-même. Donc, j'ai dit, OK, mettre ça à côté, mais les autres, on peut lâcher. Et c'est vrai que c'est très contre-intuitif, mais le Bouddha, il a dit, le plus qu'on lâche prise, le plus qu'on sent la liberté et on touche le plus de bonheur. Donc, c'est un chemin. C'est tout un chemin. Donc, voilà juste quelques pensées que j'ai eues. Merci.
Très cher Thay, cher Sangha, bien-aimé, beloved community, on pourrait dire en anglais. J'aimerais toucher sur la question numéro 5, comment ne pas tuer les êtres vivants qui nous envahissent. Et je vais commencer en fait un petit peu plus d'une perspective globale sur tous les entraînements. Ce sont tous des guides, une direction pour y aller. Et si on le lit très précisément, on verra que c'est impossible de tous les suivre à chaque moment. En fait, ce n'est pas une formation dans la perfection, c'est une formation dans l'imperfection, d'accepter là où nous sommes et quand même avoir une bonne direction d'y aller. Et comme Serge Chuni m'a dit hier, que le plus important, question qu'on peut se demander, est-ce qu'on a bien aimé? Pas est-ce que j'ai suivi toutes les règles parfaitement à chaque jour. Et donc, s'il y a une situation où il y a un envahissement d'insectes ou quelque chose comme ça, il y a certaines personnes qui vont jamais utiliser de poison, jamais tuer d'autres insectes, et d'autres pratiquants qui voient qu'il y a des moments où il faut faire des choses qu'on n'aime pas faire, parce que c'est ça la vie. Mais est-ce qu'on peut le faire un cœur plein d'amour? Donc, je peux raconter une histoire un petit peu différente, mais dès que j'avais 15 ans, longtemps avant de rencontrer la pratique, j'ai fait la décision de devenir végétarienne. C'était très clair pour moi. J'ai jamais pu manger trop le bœuf ou le porc, et à un moment, j'ai vu même le poisson, le poulet, ça... Je ne pouvais pas, c'était très clair, je ne pouvais pas tuer un animal, le manger, et j'étais très contente comme végétarienne depuis un long moment. Mais dès que j'avais 29, 30 ans, j'étais très malade. Et une chose, c'était que j'étais très anémique, j'avais l'anémie, mais aussi des maladies très sévères. Et même avec des injections de fer, et il a fallu aller à l'hôpital, recevoir des transfusions de sang. J'étais tellement anémique. Et à un moment, j'étais dans un magasin de nourriture bio, et j'ai passé par le comptoir de viande, et quelque chose dans mon corps a dit « Il faut manger de viande, c'est ça qu'il te faut ». Et ça m'a surpris parce que je sais qu'il y a des personnes qui deviennent végétariennes, mais ils aiment quand même le goût de viande. C'est un peu difficile. C'était pas moi du tout. J'ai jamais que je me suis mis en question sur ce point-là. Mais en écoutant mon corps profondément, je me suis dit, je suis vraiment malade. Il faut faire des choses différentes. Alors, j'ai décidé qu'une fois par mois, j'allais acheter du poulet d'une ferme bio très dans le coin où je savais qu'ils traitaient les animaux très bien, aussi bien que possible, quand même, c'était tué. Et je faisais des prières remerciant le poulet. Et c'était vraiment une pratique très, très en pleine conscience. Et j'ai vu que oui, j'ai pu le faire plein d'amour. Alors, c'était pas lourd dans ma conscience. Mais quand même, j'étais très attentive. C'était pas quelque chose à prendre légèrement. Et pendant 1 an et demi, peut-être, presque 2 ans, je faisais comme ça. Chaque mois, une fois, j'achetais, pas tout un poulet, juste un petit peu, mais je mangeais peut-être 2-3 fois. Et après un bout de temps, le fer atteint, tous les niveaux de fer dans le sang sont revenus à un bon état. Et éventuellement, je dis, OK, je n'ai plus besoin. J'étais tellement contente parce que je me suis jamais sentie bien avec ça. Mais il y avait aussi une autre sagesse qui est venue me dire non, il le faut. Alors, je l'ai accepté. Et donc, c'est pas pareil quand les insectes nous envahissent, mais si on peut perdre notre maison, c'est aussi une souffrance. Et les 5 entraînements nous demandent toujours de commencer par la conscience de la souffrance. Alors,
c'est les stratégies pour respecter cette conscience de souffrance sont vastes. Comment on va répondre à cette prise de conscience. Mais le plus important, c'est de revenir à est-ce que je peux comprendre les souffrances? Il y a toujours plusieurs souffrances. La possibilité de la souffrance des insectes, la souffrance de notre famille qui vivent dans la maison, la possibilité de souffrance des animaux qui vivent autour de la maison, qui pourraient aussi peut-être manger de poison, et de trouver quelle est la meilleure chose qui aurait le moins de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on peut éviter toute souffrance, mais quel est le minimum de souffrance que je pourrais causer à travers ce geste-ci, cet acte, cette décision. Alors, je vois que quand je commence à me trouver un petit peu, que je me sens coincée dans « Ah, mais je sais que je devrais faire comme ceci », soit à cause de ces entraînements ou un idéal que je tiens à cœur, mais ça, je ressens, coincée, fermée dans quelque chose. Ça me rappelle il faut trouver une vision plus globale, et surtout en lisant tous les 5 entraînements, en fait, ça donne plusieurs différentes perspectives, et c'est en général très difficile de tous les suivre à la fois, mais j'essaie de les suivre le plus que possible à la fois. Alors, peut-être, il y a une conversation. Je me rappelle, avant de devenir nonne, j'avais une partenaire, et les conversations, une fois, elle m'a demandé « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es toujours en amour avec moi? » Et je ne savais pas quoi dire parce que j'avais déjà fait la décision de vouloir devenir nonne, mais je l'aimais beaucoup, beaucoup. Je l'aime toujours. Mais je n'étais pas amoureuse. Et j'ai regardé les entraînements, je les ai pris et j'ai vu, bon, on veut dire des choses qui donnent la joie, la confiance aux autres. On veut dire la vérité. Ça me semble, il y a un grand conflit entre les deux. Mais en regardant les autres, respectent la vie. Ben, si je veux respecter sa vie et la mienne, est-ce que j'essaie d'enfuir quelque chose? En regardant tous les différents détails, ça m'a donné un sens d'équilibre. Et j'ai pu trouver une manière d'aller où il y avait un minimum de souffrance causée. Oui, il y avait la souffrance d'arrêter cette relation, mais on a essayé de le faire d'une manière très compassionnée et pleine d'amour. Je peux dire maintenant que oui, c'était basé sur l'amour. Alors, au moins ça, c'est un genre de succès malgré les souffrances qui a été causées. Et en fait, pendant la tournée, les sœurs ont pu venir visiter ma ancienne copine à Guelph pendant la tournée, et c'était très beau de juste dire bonjour. Nous avons toujours une bonne relation, une bonne amitié. Et n'est-ce pas, c'est ça la vie, il n'y a jamais de réponse simple et claire et concrète. Alors les 5 entraînements ne sont pas différents, ils sont la vie. Et si on peut accepter l'imperfection de nos choix et de la vie, ça nous donne beaucoup plus de liberté que d'essayer de trouver la seule manière qui est parfaite et je ne serai jamais, j'aurai jamais tort. Si on a cette mentalité-là, ça va très vite vers un perfectionnisme, comme j'avais partagé hier, on commence à trouver notre foi dans l'intellectuel et essayer d'être bon et bien. Et en fait, on se ferme et parce qu'on est enfermé dans des idéaux qui ne reflètent pas la vérité de notre vécu. Alors, les 5 entraînements, ce sont une occasion, mais c'est pas séparé de la pratique, c'est la pratique, mais ce sont des 5
clés, 5 possibilités, potentialités de nous aider à retrouver une direction quand on se trouve un petit peu perdu. Et comme une carte, c'est pas toujours, même si on a une très bonne carte, on va pas toujours trouver son chemin, mais au moins quand on est perdu, on a quelque chose pour nous aider à revenir à son chemin. Et cette acceptation de notre imperfection, c'est là où on peut vraiment ouvrir la porte de la compréhension et compassion envers les autres, envers nous-mêmes, trouver une liberté immense, immense. Alors je crois qu'ils sont créés pour ne pas pouvoir les suivre parfaitement. C'est même pas possible. Même en bouillir de l'eau, il y a des bactéries qui seront tuées. En marchant par terre, il y a des insectes qu'on va tuer. C'est pas possible. Mais on fait de notre mieux et même le gâta de poser ses pieds par terre, ça dit « Si je blesse des petits êtres vivants aujourd'hui, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'espère qu'ils seront libérés. » Tu sais, c'est la base. C'est pas que des accidents. C'est la fondation. Merci. Alors, cher Thay, cher Sangha, je crois que c'est assez facile, session de questions-réponses. On a juste qu'à s'asseoir, sourire et écouter. Et la plupart des questions sont répondues, sauf la deuxième question. Mais justement, c'est que j'ai pas très bien saisi la deuxième question. Est-ce que vous pouvez rédiger, reformuler un peu? Ça a à voir avec question-réponse, mais c'est pas exactement. Voulez-vous, s'il vous plaît, pas faire un dialogue? Moi, je suis pas pour les dialogues pendant 3 minutes, mais je suis pour donner une réponse de temps en temps quand une personne en a besoin. C'est une question de l'aider puis d'être humaine. Et je vais contre la consigne, apparemment, en disant, attention là, on fait un partage, on parle de nous, mais on répond pas à l'autre. Merci. Oui, mais merci bien, je crois que je comprends. Alors c'est vraiment une pratique qui se passe quand on fait le partage du Dharma. Je crois quand des gens ont posé une question, je crois qu'il faut un peu de temps de réflexion pour bien écouter ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas encore dit. Parce qu'il y a le timbre, le son de la voix, la façon de parler, les gestes et tout ça. Et pour moi, c'est très important de bien écouter. Et le temps de réagir aussi. C'est pourquoi quand on a des questions-réponses, avant on a un son de cloche d'abord, pour se calmer et pour réfléchir un peu sur la question au lieu de la répondre. Dans ce qui concerne l'environnement qu'on essaie de créer dans un milieu de partage du Dharma, on a certaines règles à faire qu'on a le chef de famille ou l'animateur, l'animatrice partage avec nous. C'est qu'on a tendance à faire beaucoup de dialogues. Et on a tendance à, sauter sur la réponse. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui nous fait. Mais je crois que dans un groupe avec des gens qui sont des moyens habiles, on arrive à répondre à la question de la personne d'une manière ou d'une autre, et peut-être pas exactement au moment voulu ou pas exactement tout de suite. Mais je crois que si une personne qui guide le partage du Dharma, avant la fin de la séance de partage du Dharma, il y aura des questions. C'est parce que des fois, par exemple, une question se pose et il y a peut-être deux moines moniales qui sont dans le groupe.
Et peut-être même des fois, la question se pose avec une personne de moine monial qu'on a idée à répondre à cette question. Mais des fois, on peut puiser sur la sagesse collective du groupe. Et soudainement, il y a une anecdote, une histoire de quelqu'un qui a vraiment une expérience profonde à répondre à cette question. Alors, si on a tendance à poser une question à une personne et on espère avoir cette réponse de la personne elle-même ou lui-même, alors on rétrécit cette opportunité d'apprendre d'après les expériences des autres personnes. Et c'est pourquoi on dit que c'est mieux de ne pas avoir de dialogue. Parce que la plupart des dialogues, c'est plus pour des clarifications. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, j'aime bien que la façon de répondre à la question. Oui, j'ai des problèmes aussi, moi aussi, avec ça. Et on oublie les autres personnes qui sont dans le partage du Dharma. Mais c'est vrai que quand on est dans un groupe de partage du Dharma, tout le monde est responsable de répondre à la question, mais d'une manière indirecte. Parce que toutes les questions sont importantes. Et c'est une question de rédiger et de bien partager une question. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un désir aussi de poser la même question ou une question de manière similaire pour répondre. Et je crois que, je me souviens, il y a, par exemple, la question de qu'est-ce qu'on fait après la retraite ou la pratique. Je crois que les moines moniales, on peut bien répondre à la question. D'ailleurs, si j'essaie de répondre, je devrais puiser mon expérience en tant qu'être laïque pour répondre à la question, au lieu de on a retourné à notre monastère et on pratique. Et alors la réponse qui est beaucoup plus profonde, peut-être ça vient d'une autre personne qui est dans le groupe, qui a des expériences beaucoup plus précises que. Alors c'est pourquoi on a tendance c'est bien de ne pas trop discriminer parmi les gens dans le groupe de partage du Dharma. Par exemple, si je suis le seul moine dans le groupe du partage du Dharma, on a tendance à me regarder et ah oui, frère Phap Khong a toutes les réponses. Mais des fois, la réponse n'est pas appropriée pour certaines questions ou certaines personnes. Et c'est pourquoi des fois, je me jette pas tout de suite sur la question. S'il y a une question qui est posée au début du partage du Dharma, et on le laisse, comment dire, mariner. C'est pas une sauce marinade? Et après un peu de sel et poivre, il y a quelqu'un qui trouve, ah oui, j'ai une expérience similaire et pour moi c'est bien. Je crois que on a une question de réponse pour l'éducation des enfants. C'est pas et à ce moment on est en retraite à Ottawa là, et Mihaela elle dit elle a des enfants et c'est sa fille qui lui a donné cette réponse. C'est très touchant. Parce qu'elle a dit, elle vient juste recevoir ma lampe et je suis fier d'être enseignant du Dharma et tout ce chose. Et la fille a dit, maman, me gronde pas quand tu me parles parce que ça me fait peur. Alors, je me souviens, c'est vrai, parmi les proches qu'on a, on oublie la pratique. Parce qu'on se dit, on est mère, on a le droit d'aimer, on a le droit.
Et on ne sert pas d'exemple parmi les autres retraitants. Et entre-temps, on ne s'occupe pas bien de sa famille. Alors, c'est vrai, il faut laisser un peu le temps de groupe pour mariner la question. Et des fois, on se sent, waouh, la question est très, comment dire, émotionnelle. Il faut sauter sur la personne tout de suite. Il faut la consoler. Mais on a différentes manières de réagir. Et c'est parce que la personne n'a pas touche les personnes que la personne n'a pas de compassion pour la question. Mais collectivement, je crois, on arrive à équilibrer toute cette énergie collective. Et des fois, ce que je suis toujours étonné à un groupe de partage du Dharma, on ne sait jamais comment ça se passe. Même si on a un très bonne expérience de ce partage du Dharma à ce moment précis au village des Érables, on ne peut pas la reproduire la même chose la semaine prochaine. Ça dépend de chaque élément de la personne qui est dans ce groupe à ce moment-là, l'occasion où c'est pas... et il y a des choses que les gens ouvrent son cœur et partagent. Et on ne peut pas le reproduire. On a des conseils. Les chefs de famille ont une liste, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, mais on n'arrive pas, on ne peut pas demander à la personne de partager son cœur si la personne n'est pas prête. Et des fois, dans le groupe, si on crée une atmosphère de sécurité, d'amour bienveillant, alors la personne elle-même sent qu'elle est capable d'ouvrir son cœur, de partager. Alors c'est pas une question-réponse intellectuelle. C'est plutôt une certaine sensibilité. Et ce que vous dites, c'est important. C'est pourquoi que je crois que tous les membres du groupe dans ce partage de Dharma sont responsables de répondre à la question. D'une manière ou d'une autre, avant la fin de la session. Et des fois, si on ne se sent pas capable tout de suite, je crois, je me souviens une fois, l'animatrice du groupe, elle a dit, on a encore une question qu'on n'a pas répondu et on va leur répondre le lendemain. Alors c'est pour comment dire, acknowledge, de reconnaître que la question a été posée et la question est dans notre mental. Même si on n'a pas l'occasion de répondre tout de suite, elle est dans notre mental. Et la prochaine fois, on va leur répondre. Merci bien.